Le mouvement Black Lives Matter a provoqué un soutien massif de la part de nombreuses entreprises et politiciens, pourtant censés incarner les piliers d'un racisme systémique, entraînant ainsi des changements dans notre vie quotidienne, se répandant telle une épidémie de conneries, dont l'une des dernières victimes de cette mode est l'Heroic Fantasy. World of Warcraft, Magic ou encore Donjons et Dragons ont rédigé plusieurs déclarations témoignant de leur soutien au mouvement et à la mise en pratique d'un antiracisme dans leur domaine. Ainsi, c'est en juin 2020 que le jeu de cartes Magic a publié sur son site un document déclarant qu'il retirait certaines cartes des tournois officiels, tels que Jihad, Imprison, Crusade, etc., et que les illustrations des cartes imprimées seraient remplacées par une déclaration dénonçant le racisme afin d'être plus inclusif. Jeremy Crawford, concepteur des règles du jeu Donjons et Dragons, ne s'opposait pas non plus à la suppression du terme race sous la pression de quelques hystériques. World of Warcraft affirmait dans une déclaration du 13 août 2020 que la tradition du conflit de race entre la Horde et l'Alliance avait été créée à une autre époque, et que l'enseigne devait surmonter ce conflit. Bref, suicider tout l'intérêt de la licence dans une paix perpétuelle, pour le plaisir de quelques dégénérés cherchant à progresser en censurant. La controverse au sujet du caractère raciste de la fantasy ne date pas d'hier. L'écrivain de science-fiction Norman Spinrad avait déjà voulu montrer dans son roman et chronique Rêve de fer de 1974 l'essence supposée belliqueuse, raciste et fasciste que pouvait prendre l'univers de la fantasy. Ce qui n'est pas sans rappeler les accusations de racisme à l'égard de Tolkien alors que lui-même dénonçait l'apartheid en 1959. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, a une fois de plus été éclaboussé par un scandale de corruption. L'affaire remonte à 2012, ce dernier profitant de l'amnistie fiscale décrétée par le premier ministre de l'époque, Mariano Rajoy, pour rapatrier des capitaux cachés en Suisse par une de ses maîtresses ainsi que 80 millions d'euros d'argent perçus sur la construction d'un pont en Arabie Saoudite. Une enquête est ouverte depuis 2018 mais ralentie par la procédure officielle ne permettant de juger les personnalités politiques que par une cour suprême. En mars 2020, tout s'accélère suite à une révélation de comptes bancaires cachés au Panama et au Liechtenstein. Le roi Philippe VI lui retire ses dotations et renonce à son héritage. Et c'est pour échapper à son jugement que l'ancien roi se réfugia le 3 août dernier à Abu Dhabi en jet privé. Un scandale de plus qui s'ajoute à une liste bien longue depuis l'affaire du safari africain en 2012 alors que l'Espagne était touchée par la crise. En ce domaine, on peut dire que c'est un multirécidiviste. Mais se focaliser sur cette énième incivilité ferait omettre que c'est le système politique espagnol tout entier, mis en place par Juan Carlos lui-même après la mort de Franco, qui est gangréné par la corruption. L'absence d'institutions de contrôle, le financement douteux des partis, un personnel politique ayant chacun une amnistie politique favorise la corruption du système, qui, par son essence démocratique, mène au règne de l'argent comme l'avait parfaitement démontré Maurras. Argent nécessaire à l'image du roi fantoche et aux campagnes électorales de partis et des députés. Si l'histoire avait pris un autre sens, l'Espagne aurait été dirigée par un Bourbon parme carliste ou un Primo de Rivera, mais non, à la place on se retrouve avec un vieillard, infidèle, compulsif et corrompu jusqu'à la moelle. Bref, un DSK espagnol. Le 13 août dernier, Abu Dhabi et Tel Aviv ont annoncé la signature d'un accord officiel vers début septembre entre les Émirats arabes unis et Israël par l'intermédiaire du président Donald Trump. L'accord est historique puisque c'est seulement le troisième pays arabe depuis l'Égypte en 1978 et la Jordanie en 1994 à avoir normalisé ses relations diplomatiques avec Israël. Néanmoins, même s'il est avéré qu'Israël développait déjà des relations avec des puissances régionales telles que l'Arabie Saoudite, un accord officiel entre un pays arabe et l'État juif reste un symbole de retrait de la cause arabe et une violation des accords du sommet de la Ligue arabe de Beyrouth de 2002. Ce sommet stipulait que la pacification des relations entre un pays arabe et Israël devait au préalable passer par l'évacuation de la Cisjordanie occupée par les troupes israéliennes depuis 1967. L'accord prévu ne semble pas respecter le dit protocole puisqu'officialisant déjà les relations existantes entre les deux pays, notamment des coopérations scientifiques et technologiques. L'État hébreu, dans l'accord prévu, n'envisage pas l'évacuation mais le report de l'annexion du territoire cisjordanien. Autrement dit, l'euthanasie programmée pour la Palestine et son peuple. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne s'y est pas trompé et dénonce l'accord comme une trahison et a rappelé son ambassadeur en fonction à Abu Dhabi. Au final, l'accord est surtout profitable pour l'État hébreu, lui permettant de renforcer le bloc de pays acquis à sa cause contre l'Iran en échange d'une assistance économique de la part des pays du Golfe. Contre ce nouveau plan Marshall, le chemin de croix des Palestiniens paraît bien long et plus qu'incertain. Le 4 août dernier, deux explosions ont éclaté dans le port de Beyrouth, provoquant 177 morts et plus de 6500 blessés. Les explosions ont été provoquées par un incendie ayant enflammé 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Le gouvernement libanais privilégie officiellement la piste de l'incendie, mais l'enquête piétine, alors que la population est plus partisane de la thèse de l'attentat prémédité. Un attentat qui aurait pu profiter à Israël. L'État hébreu n'en est pas à sa première incursion au Liban depuis l'opération Paix en Galilée en 1982 pour officiellement neutraliser le Hezbollah, mais surtout pour affirmer son influence dans la région.
Une autre hypothèse suggère que l'Iran a voulu précipiter la chute du gouvernement et ainsi favoriser la montée du Hezbollah à la tête du pays. Mais cette recherche du coupable, s'il y en a un, ne doit pas occulter la négligence et la responsabilité évidente du gouvernement dans ses manquements et dans la crise qui couvre le pays depuis 10 ans. En effet, le pays subit à la fois une crise d'abord politique, avec un système de démocratie représentative et communautariste ne parvenant pas à représenter les aspirations de la population, puis économique, avec la baisse des investissements publics due à un endettement massif et à une monnaie déstabilisée, faisant augmenter drastiquement le prix des denrées. Et enfin migratoire, car la guerre en Syrie a provoqué l'arrivée de 2 millions de réfugiés dont les structures étatiques peu modernisées sont incapables de prendre en charge. Face à cela, une pétition circule déclarant vouloir que la France reprenne la direction du pays pour 10 ans, mais vu comment Macron gère notre pays, on peut penser à juste titre que cela ferait pire que mieux. Fuyez, pauvre fou! Cela pourrait même être un Indochine de la 5ème République de par le gouffre financier qui pourrait entraîner la relance du Liban. Nous ne pouvons que souhaiter qu'un officier de l'armée libanaise, un nouveau Nasser, un Raïs triomphant, puisse libérer le pays du marasme dans lequel l'a plongé cette oligarchie anti-libanaise. Depuis longtemps maintenant, on le sait, grandes entreprises et élites libérales au pouvoir se sont alliées pour silencer l'opposition. YouTube, on peut le dire, est en quelque sorte la tête de proue de cette censure. Démonétisation, référencement réduit, shadowban, parfois bannissement direct, avec par exemple le cas d'Alex Jones, éliminé presque simultanément de tous les réseaux sociaux majeurs. Ce mois-ci, c'est Dieudonné qui s'est fait bannir. Après YouTube en juin, c'est au tour de Facebook et Instagram, puis TikTok. Bannissement qui a d'ailleurs été relayé par Frédéric Potier, délégué interministériel contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Étonnamment. Une belle représentation de ce qu'est devenu la France, pays des droits de l'homme et des libertés. Politique antiraciste ou politique raciste, il n'y a de nos jours de différence que le préfixe. Alors qui peut s'étonner que le fameux, ou plutôt infâme, Institut de sciences politiques ait officialisé une liste de conseils de lecture d'une neutralité exemplaire. White Fragilities, The Next American Revolution, How to be an Antiracist pour n'en nommer que certains, c'est dit torchon sur l'antiracisme, tous en anglais évidemment, qu'a mis en avant Sciences Po sur ses réseaux sociaux. En voyant comment les futures élites sont éduquées, on ne peut qu'avoir peur pour le futur, bien qu'au final cela n'étonne personne. Cela fait des décennies que l'internationalisme et l'antiracisme a triomphé dans le système éducatif. Triste ironie pour une école conçue initialement juste après la défaite de 1870 pour créer une élite dévouée à la patrie. Reste-t-il cependant à voir si certains étudiants seront capables de connecter 3 neurones ensemble pour se battre et permettre à l'école française de retrouver un peu de son bon sens, ou si nous allons l'abandonner à son sort. Étant pour beaucoup un enjeu majeur, la question de la loi sur la bioéthique est aujourd'hui centrale. Si certaines personnes ne feront que nommer les réfractaires à cette proposition comme n'acceptant pas le progrès, C'est des fachos, ce sont des fachos! beaucoup aujourd'hui ont simplement peur du futur de l'espèce humaine en se mettant à jouer aux apprentis de Dieu. On pourra vite convaincre certains en mettant en avant la fin des maladies génétiques à la naissance, mais ce conte de fées se transforme rapidement en roman orwellien. S'il y aura certes moins d'avortements pour défaut génétique, on pourrait présenter à certains parents de choisir le sexe de leur enfant, ce qui pose un problème éventuel sur l'équilibre homme-femme des naissances, surtout dans les pays comme l'Inde et la Chine, favorisant vastement déjà la naissance des garçons pour éviter la paye de la dot. La Chine est justement le leader dans le domaine de la manipulation génétique, avec l'année dernière l'horrifiante naissance des chimères, 2 bébés hybrides cochons-singes, mais aussi des embryons hybrides singes-hommes, des singes clonés, ou bien encore des bébés génétiquement modifiés pour être immunisés au VIH. On ne peut que craindre la Chine si elle est capable de telles choses là où les autres pays du monde ne se permettent toujours pas de démarrer des projets sur la recherche génétique par question de morale et de santé. En commençant il y a maintenant quelques mois à poster des avertissements sur le compte de Trump, Twitter entama un jeu dangereux. S'il est bien évident que Twitter est biaisé dans son jugement de modération, encore plus que Facebook, ces derniers mois ils n'ont fait que rendre la situation plus visible, en mettant de plus en plus fréquemment des avertissements mettant en cause la véracité des dires du président américain, mais aussi en bloquant les réponses de ses tweets, voire même en supprimant certaines. Cette censure grandissante se fait souvent par le biais de fact-checkers, des organisations qui ne sont absolument pas indépendantes, bien évidemment, First Draft, appartenant à Google, dirigé par des démocrates et financé par Soros. Facebook, lui, a récemment monté un conseil ayant pour but de juger si les suppressions de fake news sont légitimes. Mais bien évidemment, celui-ci est composé d'activistes, et 18 des 20 membres sont liés à la fondation Soros. Si Trump essaye de lutter contre le biais démocrate des réseaux sociaux, on ne pourra qu'attendre de voir s'il peut malgré cela remporter des élections de novembre.